Abordons le paragraphe 1 de la partie cinématique. Définition de la simultanéité. Les schémas ont pour but de clarifier les explications, soit un système de coordonnées de référence. Nos conceptions, où le temps joue un rôle, portent toujours sur des événements simultanés. Un observateur placé en A avec une horloge peut assigner un temps aux événements à proximité de A. De même au point B. Il faut alors établir un temps commun à A et B. Posons par définition que si le temps requis par la lumière pour aller de A à B est équivalent au temps que met la lumière pour aller de B à A, les deux horloges sont synchronisées. En accord avec l'expérience, nous ferons l'hypothèse que la grandeur V est une constante universelle, la vitesse de la lumière dans l'espace vide. La célérité, c, pour la vitesse de la lumière sera utilisée plus tard. Lisons le paragraphe 2 de la partie cinématique intitulée sur la relativité des longueurs et des temps. Pour plus de clarté, nous avons joint un schéma. Observation d'un référentiel K en mouvement depuis grand K, dit stationnaire par convention. A. L'observateur de petit k et celui de grand K se déplacent avec chacun une tige à mesurer AB, identique dans grand K et mesure sa longueur. L'observateur, la règle à mesurer et la tige sont au repos. Ils trouvent la même valeur. B. L'observateur de grand K détermine à quel point du référentiel petit k se trouvent les extrémités de la tige AB de petit k au temps t. Les horloges ne sont pas synchronisées. Le temps mis par la lumière pour aller de A à B est plus long du fait que vu de grand K, B s'éloigne à la vitesse V, et plus court au retour du fait que A se rapproche à la vitesse V. Paragraphe 3. Relativité changement de référentiel. Einstein va établir l'équation de transformation à appliquer aux coordonnées du référentiel petit k pour les afficher dans le référentiel grand K. Il utilise un point x qui se déplace à la vitesse v dans petit k, ce qui fait qu'il est immobile par rapport à grand K. Pour mesurer la position de x dans petit k, il envoie un signal lumineux depuis l'origine de petit k qui arrive au tantôt 1 à x et qui est renvoyé à l'origine petit k où il arrive au tantôt 2. Les horloges de petit k sont synchronisées dans petit k, donc la moitié du temps aller et retour dans petit k doit être égale au temps aller. La synchronisation dans petit k se fait si le temps aller plus le temps retour divisé par 2 égale le temps aller. Einstein associe aux valeurs de taux 0,1,2 les quadrivecteurs x, y, z et t pour les reporters dans grand K. X est immobile dans grand K. La vitesse des ondes ne s'ajoute pas à celle de l'objet qui les produit. Einstein base la constante de la vitesse de la lumière sur le fait que cette vitesse est indépendante de celle de l'objet qui la produit. C'est juste. C'est la caractéristique des ondes. Leur vitesse dépend des caractéristiques de leur support et de sa vitesse de déplacement par rapport à l'observateur. La vitesse d'un avion ne s'ajoute pas à la vitesse du son qu'il produit, sinon il ne rattraperait jamais le son qu'il produit et ne pourrait donc franchir le mur du son. Mais, cela ne fait pas de la vitesse du son une constante universelle. Paradoxe des jumeaux, non résolu. Qui a le plus vieilli? Le voyageur ou celui resté sur Terre? L'explication donnée par Einstein en 1905, avant que la question soit posée, est que le phénomène est réciproque, mieux, relatif. Chaque observateur voit les déformations dans le référentiel en mouvement et ne remarque rien dans son propre référentiel. Ni le temps, ni les longueurs locales ne changent. Quand Paul Langevin posa ce paradoxe, Einstein dit que le voyageur avait moins vieilli du fait de la variation des accélérations qu'il avait subies. De toute façon, la question ne portait que sur les mouvements inertiels. En 1916, Albert Einstein admet l'existence d'un éther. L'équation de la relativité générale prédit des ondes gravitationnelles. Sous l'influence de Lorentz et la polémique avec le physicien allemand Philipp Lenard, Einstein reconnaît la possibilité d'un nouveau concept d'éther. Toutefois, il rejette son caractère stationnaire,
un médium rigide immobile avec son propre référentiel serait contraire au principe de relativité. Ce nouvel éther serait doté d'un état qui déterminerait le mouvement des objets et dont le comportement métrique pourrait être décrit par le tenseur Gige. Le nouvel éther ne peut être ni rigide ni au repos. C'est notre premier indice. Discours d'investiture d'Albert Einstein à l'Université de Leyde le 17 octobre 1920. Le principe de relativité restreinte n'implique pas de nier l'existence de l'éther, mais nous ne devons pas lui attribuer un état de mouvement. L'éther de Mach est conditionné par les masses. L'état de l'éther relativiste est entièrement déterminé en chaque point par son interaction locale avec la matière. Interaction avec la matière, notre deuxième indice. Conclusion du discours d'Albert Einstein. Selon la théorie de la relativité générale, l'espace est pourvu de propriétés physiques, et dans ce sens, par conséquent, il existe un éther. Selon la théorie de la relativité générale, un espace sans éther est impensable, car dans un tel espace non seulement il n'y aurait pas de propagation de la lumière, mais aussi aucune possibilité d'existence pour un espace et un temps standard, ni par conséquent pour les intervalles d'espace-temps dans le sens physique du terme. Nouvelle hypothèse pour l'éther. Einstein estime que les ondes gravitationnelles ont besoin d'un support. Ce nouvel éther serait doté d'un état qui déterminerait le mouvement des objets. La difficulté concerne son mouvement. Einstein lui interdit, avec juste raison, l'immobilité. Ce support doit également réagir avec la matière. L'action avec la matière est donnée par l'équation de qui déjà? Ah oui, d'Albert Einstein lui-même, la relativité générale. Nous proposons d'utiliser la relativité générale. L'éther-matière ou énergie serait soumis à la gravitation, c'est-à-dire aux courbures de l'espace et donc suivrait les géodésiques de l'espace-temps avec les corps célestes qui s'y trouvent. Exprimé à la Newton, à proximité des corps massifs, il est attiré par eux et les suit sur leurs orbites. Il en résulte qu'à proximité de la Terre l'éther est comme dans le référentiel de la Terre. Le phénomène est valable pour tous les corps célestes. Albert Einstein a raison, l'éther ne peut pas être immobile, il accompagne les corps célestes sur leur trajectoire en chute libre dans les champs gravitationnels. Les fragments d'une explosion se déplacent dans un premier temps sur des trajectoires accélérées par rapport aux chutes libres. La relativité du mouvement ne s'applique pas. L'effet inrue petit à petit les ralentit. On peut présumer qu'elles finissent en chute libre. Expérience à réaliser. Nous proposons de reprendre le raisonnement d'Einstein pour mesurer une tige AB dans un référentiel K en mouvement par rapport à un référentiel K stationnaire par convention. K sera le référentiel de la Terre et de l'éther qui l'accompagne et la tige AB sera représentée par deux nanosatellites en orbite dans le plan de l'écliptique à basse altitude et distant d'environ 1000 km. La masse de cette tige sera négligeable et n'entraînera pas l'éther avec elle. Les deux satellites échangeront des signaux et mesureront le temps mis à l'aller puis au retour. Si notre hypothèse est exacte, ils feront la même observation que celle faite depuis la Terre. Ils détecteront un écart de temps proportionnel à la composante de leur vitesse par rapport à celle de la Terre. Si l'expérience valide l'hypothèse, l'éther d'Einstein sera confirmé. 2 fois par tour le segment AB qui relie les satellites est parallèle à la trajectoire de la Terre. C'est le moment de mesurer la vitesse de la lumière à l'aller de A à B puis au retour. Le top serait une sonde tournant sur l'orbite de la Terre mais en sens inverse avec un écart de 60 km par seconde. Une façon d'utiliser la Station spatiale internationale serait d'établir un contact avec une station radio à Terre lorsqu'elle est dans une position favorable parallèle au déplacement de la Terre par rapport au Soleil. Nous ne sommes plus dans le cas de la mesure de la règle AB mais du point X fixe par rapport au référentiel de référence grand K. Le plus simple consistera à profiter de l'arrivée d'une navette transportant des spationautes à l'ISS.
Lorsque l'équipage rejoint l'ISS, il peut se trouver dans une position d'approche favorable à environ 1000 km de l'ISS, au niveau du 42e parallèle nord ou sud, à midi ou minuit, heure solaire. On pourrait également embarquer un interféromètre dans la station spatiale, mais il faudrait que les mesures soient faites à une distance suffisante des masses locales pour ne pas risquer de mesurer un vent d'éther accompagnant la station. Deuxième hypothèse. Le préalable est de faire les expériences permettant de vérifier si oui ou non l'éther d'Einstein existe. Si c'est le cas, il se pourrait qu'il soit l'élément qui remplit l'univers et se déforme. Le physicien Thibaut Damour compare l'espace-temps à de la gelée. Merci de votre attention. Nous espérons que vous avez été intéressés par le sujet. Nous avons besoin de soutien pour que notre hypothèse soit examinée et que des expériences soient effectuées. N'hésitez pas à en parler aux physiciens que vous pourrez rencontrer. La science, plus que jamais, est devenue une affaire d'équipe. Pour en savoir plus, vous pouvez commander le livre The Ether of Albert Einstein aux éditions BOD.